passer à notre deuxième thématique. Donc, notre intervenant est Dr Moultaqi Abdelilah et qui va nous parler de l'acné diagnostic et traitement. Donc, notre spécialiste est un spécialiste en dermatologie et maladies sexuelles. Il s'agit de l'ancien chef de clinique du CHU de Nantes, du CHU de Bruxelles, et ancien médecin des hôpitaux militaires et membre de la Société française de dermatologie. Donc, je souhaite recevoir sur le podium Dr Moultaqi. Bonjour tout le monde, merci Madame la Présidente. Chers amis, chers collègues, je suis très content d'être parmi vous pour la troisième fois pour vous parler d'une pathologie très fréquente en dermatologie. Je peux la considérer comme la deuxième cause de consultation dans notre cabinet après chute du cheveu. Donc c'est l'acné. Donc, j'ai choisi pour vous ce plan pour être le plus complet possible parce qu'en 20 minutes, on ne peut pas traiter toute l'acné, mais on va être le plus complet possible pour sortir de ce congrès d'une idée générale et de savoir comment gérer une acné. Donc, on va faire une introduction. Pas toute lésion du visage, c'est de l'acné. Pas tout bouton de l'acné du visage, c'est de l'acné. Donc, l'organe responsable de l'acné, c'est la glande sébacée. On va définir la glande sébacée. Physiopathologie de l'acné, pourquoi certains sujets font l'acné et d'autres ne font pas de l'acné. L'épidémiologie de l'acné en fonction de l'âge, du sexe et l'âge et du sexe. Bon, la clinique. Donc, en dermatologie, on travaille par les lésions élémentaires. Donc, pour l'acné, il y a des lésions élémentaires, il y en a 6, mais il y a des lésions qui sont pathognomoniques. Si on n'a pas ces lésions, il ne faut pas parler de l'acné, il faut poser d'autres diagnostics. Donc, les forums cliniques, donc le diagnostic différentiel, le traitement et une petite conclusion. Bien, comme j'ai dit, donc l'acné, c'est une affection très fréquente en dermatologie. L'organe responsable, c'est l'unité pilosébacée que je vais vous montrer tout à l'heure en anatomie. Donc, on a une hyperkératose du follicule pilaire, puis on a une inflammation qui sont les responsables de toutes ces lésions qu'on voit sur le visage. Ils touchent surtout les sujets jeunes, mais on peut avoir de l'acné néonatale chez les bébés jusqu'à une acné tardive à l'âge de 50 ans. J'allais voilà, c'est bon. Donc, ici, on voit l'appareil pilosébacé. Donc, le 1, c'est la tige pilaire. Donc, ici, c'est la tige pilaire. On a la glande sébacée qui embauche ici sur le follicule pilaire. On a cette glande qui est la glande sédora-écrine. Donc, si on voit bien, elle est directement sur le follicule pilaire. Et on a la glande apocrine. Donc voilà, ici, donc cette glande, c'est la glande épicrine. Cette glande, elle a un rôle très important dans la maladie de Verneuil. La maladie de Verneuil qui pose un diagnostic différentiel très important, surtout pour l'acné inversé. Et puis ici on a le follicule pilaire. Donc la glande sébacée, il sécrète le sébum. Le sébum là, il y a l'ostium folliculaire, puis il sort ici et ce qui forme le film lipidique, un forme lipidique normal qui ne doit pas être excès, qui est normal pour notre peau. Donc, dans la glande sébacée, donc les cellules sébacées, ici, ils sécrètent du sébum, pas uniquement du sébum, ils sécrètent aussi une enzyme qui s'appelle l'enzyme 5-alpha réductase, qui est type 1, qui a un rôle très important dans l'acné. Et puis ici, l'ostium folliculaire et le sébum, il sort par ici.
On a l'hyperkératose, c'est une mythose, hein, c'est une mythose accrue des cellules sébacées. Puis il y a un bouchon qui se forme ici, bouchon corné, et tout un phénomène inflammatoire qui se passe ici, qui est la cause de l'acné, de toutes les lésions élémentaires de l'acné. Donc, la physiopathologie de l'acné. Donc, on a un stimulus androgénétique, puis on a une production accrue du sébum, l'hyperkératose ductale, comme j'ai décrit. On a une modification du micro-environnement ductal, colonisation ductale. La bactérie responsable, c'est le Propionibacterium acnes. On a une inflammation. On peut avoir une résolution spontanée, mais on manque. Si on ne traite pas, on peut avoir des cicatrices qui restent le facteur majeur et la complication majeure de l'acné, surtout l'acné cicatricielle. Donc, pardon. Si vous vous rappelez bien, dans nos études, hein, quand on a fait la physiopathologie de l'acné, il y a le qui vient, qui nous dit, monsieur, quand je vois docteur, quand je bois du lait, du beurre, je fais l'acné. On lui répondait, non, il n'y a pas de relation. Récemment, il y a des études qui montrent effectivement que les produits laitiers peuvent stimuler cette glande sébacée et qui peuvent donner de l'acné. Donc, d'où l'effet de cette étude sur le microbiote intestinal et leur relation avec la glande sébacée. Donc, la séborrhée, c'est l'hypersécrétion sébacée. Quand on demande au patient, il a un aspect huileux. Cette il est sous contrôle androgène, mais aussi il y a le stress, il y a le facteur génétique, et récemment, il y a le facteur alimentaire. Donc, les hormones responsables, c'est surtout l'hormone surrénale, c'est la sulfate de DHA, le delta 4 androstendione. Il y a une sensibilité variable d'une personne à l'autre, ce qui explique que certains sujets, ils sont demandeuses, ils disent, docteur, moi je veux faire des analyses. Effectivement, on fait les analyses, on trouve tout le bilan normal et il nous dit, bon, j'ai pas un problème hormonal. Non, il a une hypersensibilité de la glande sébacée qui est hypersensible aux hormones mâles. La glande sébacée, il sécrète cette hormone qui est la 5-alpha-réductase. Et cette alpha-réductase, il transforme la testostérone en dihydrotestostérone. Et c'est cette dihydrotestostérone qui joue le rôle dans l'hypersécrétion sébacée. Donc, la kératinisation infundibulaire, on a une augmentation, comme j'ai dit, de l'activité mitotique, on a une rétention de la kératine intra-infundibulaire, un déficit folliculaire en acide linolénique sous l'effet d'une dégradation de cette enzyme 5-alpha-réductase sur les triglycérides. On a un changement du film lipidique. Pardon, je sais que ça bouge. Donc, on a un changement du film lipidique, une prolifération de cette bactérie, le Mycobacterium acnes, et on a une hydrolyse des triglycérides. Donc, la fréquence de l'acné. Donc, si on veut voir ici, en fonction de l'âge, chez le garçon, l'acné, il est plus fréquente à l'âge de 17 ans. Là, ici, on voit 22. Chez la fille, c'est plutôt vers l'âge de 10 ans, 13 ans. Voilà, vers l'âge ici de 14 ans, on va plus. Ici. 10,6. On va voir ça sur le tableau. Donc, au début de l'âge, donc entre 12 et 14 ans, on voit une prédominance féminine de l'acné. Mais après l'âge de 14 ans, c'est surtout les garçons qui font plus de l'acné. Donc, j'arrive au problème de la clinique. Les lésions élémentaires de l'acné, elles sont 6. Donc, il y a la séborrhée, c'est la peau. On a une peau grasse. Il y a les comédons où on a les points noirs ou les bouchons cornés. Il y a les microkystes. Les microkystes, on va voir ça sur des photos. Les microkystes, ce sont les points blancs qu'on voit sous la peau. Puis, il y a les papules. Puis, on a les pustules et on a les nodules. Parmi ces 6 lésions, il y a deux lésions qui sont pathognomiques de l'acné. En tant que clinicien, si je ne trouve pas ces 2 lésions, je ne vais pas penser à l'acné. Les pathognomiques, c'est la séborrhée et les comédons. Toutes ces lésions-là, on peut les voir dans d'autres pathologies.
Donc, la séborrhée, c'est l'aspect de la peau grasse. Donc, cliniquement, on demande au patient, il a un aspect huileux et brillant de la peau. Les comédons, voilà, les comédons ont ce qu'on appelle des bouchons cornés. Ce sont des points noirs qu'on voit sur le visage. Donc, cet aspect noir, en effet, c'est du sébum. Mais on a une hyperoxydation à la surface de la peau, ce qui donne cet aspect noirâtre. Les microkystes ou les points blancs, en dermatologie, on les appelle, ce sont des bombes à retardement. Pourquoi? Plus souvent, ils donnent un problème, ils donnent un abcès, ils donnent des nodules et le patient, il vient en consultation dans un état dramatique. Donc, les papules, ce sont des petites élevures rouges, fermes, parfois douloureuses. Voilà, ils sont en général de 5 mm. Bon, certaines écoles, ils disent 6 mm, mais en général, ils sont de 5 mm. La pustule. Donc, la pustule aussi, ça fait partie des lésions élémentaires de l'acné. Donc, voilà, la pustule, c'est une forme de papule, mais avec un contenu blanc. Donc, il est stérile. Hein, si on fait un prélèvement, c'est stérile. Il faut la différencier d'une follicule. Donc, parce qu'une folliculite de cuir chevelu, c'est pas du visage, c'est pas de l'acné. Comment on fait? La pustule n'est pas centrée par un poil. Il n'y a pas de poil. Carrément au centre. Il y a une papule et puis il y a cette hypersuppuration. Et puis, on vient au nodule. Donc, si le patient vient à cet état avec de nodules, c'est catastrophique. Hein? C'est une acné qui est cicatricielle. Ce sont des lésions inflammatoires ayant souvent une évolution vers l'absédation et la cicatrisation de très, très mauvaise qualité. Les formes cliniques. Donc, on trouve l'acné rétentionnelle. L'acné rétentionnelle, on a les lésions élémentaires, on a l'hyperséborrhée, on a les comédons et les microkystes. Le plus souvent, là, ça nécessite uniquement plus un traitement local à base de vitamine A et ça donne d'excellents résultats. La deuxième forme, c'est l'acné papillopustuleuse. Dans l'acné papillopustuleuse, on a l'hyperséborrhée qui est toujours, hein, c'est l'acné, c'est la lésion pathognomonique. On a les comédons, on a des microkystes, voilà, des microkystes ici. On a des papules, voilà, on a des papules et on a des pustules. Voilà, ici on trouve une pustule et là aussi c'est une pustule. L'acné conglobata, c'est une acné nodulaire, c'est une acné qui laisse en général des cicatrices. Donc, cumulant toutes les lésions inflammatoires, évolution vers la cicatrice. Là, on voit des cicatrices déprimées. Pour traiter ça, vraiment, il faut beaucoup de temps et c'est très coûteux. Là, on voit des kéloïdes, des lésions des kéloïdes, plus des cicatrices déprimées. L'acné fulminante. L'acné fulminante, c'est une variante rare, mais qu'on voit quand même de temps en temps. Il est fréquente chez l'adolescent. C'est une acné nodulaire, ulcéreuse, avec des signes généraux. Le patient vient avec une fièvre, altération de l'état général, prise de sang, hyperleucocytose, des arthralgies et un érythème noueux. Donc, le plus souvent, ce sont des patients qui commencent avec les isotrétinoïdes et après, ils présentent cette acné fulminante. Dans ce cas, il faut stopper les isotrétinoïdes et traiter par corticothérapie générale. Donc, l'acné néonatale, comme j'ai dit, ça existe. Hein. Donc, c'est une acné qui est transitoire, qui va disparaître toute seule, il ne faut pas s'affoler. Plus souvent, chez des femmes qui ont un problème androgénétique. Donc, mais si on a une acné infantile après l'âge de 2 ans et avant l'âge de la puberté, il faut chercher une cause hormonale, notamment une cause surrénalienne ou une cause hypophysaire. Donc, l'acné médicamenteuse, il y a certains médicaments qui déclenchent de l'acné. Les androgènes chez la femme, les corticoïdes locaux
généraux pour une longue durée, certains antiseptiques qui sont gras, les antituberculeux, les immunosuppresseurs. Il y en a d'autres, mais là, ce sont les médicaments les plus fréquents. Une fois on arrête ce traitement, l'acné, il rentre dans l'ordre. L'acné exogène, il y a certains métiers qui sont exposés à des produits huileux et qui posent cette acné. Le plus souvent, c'est une acné comédogène qui pose un problème esthétique. Donc, les formes cliniques, j'ai laissé cette forme clinique. Donc, si on a une femme adulte qui a un problème d'hyperandrogynie. Donc, l'hyperandrogynie, il faut chercher l'hirsutisme, il faut chercher les golfs, les cheveux gras, une stérilité, une prise de poids. Donc, alopécie masculine, il faut chercher une anomalie endocrinienne, faire une échographie pelvienne à la recherche d'OPK et faire un dosage hormonal. Donc, les hormones qu'on demande en général dans ce cas, c'est la testostérone, la FSH, la LH, la prolactinémie, la sulfate de DHA et la TSH. Donc, pour avoir un résultat fiable, il faut faire ces bilans hormonal troisième jour des règles en dehors de toute contraception. Sinon, on a un faux résultat. Donc, je viens au diagnostic différentiel. Le premier diagnostic différentiel de l'acné, c'est la rosacée. Mais dans la rosacée, on a la peau sèche, on n'a pas la peau grasse, on a une peau sensible. Donc, on a l'érythrose, on a des télangiectasies, comme on voit ici. On a l'œdème. La patiente, elle rapporte des bouffées vasomotrices. Donc, quand elle est au hammam, quand elle est dans la cuisine, son visage, il est rouge. Mais là, on voit des lésions. Donc là, on voit des papules. Ici, on voit des papules. On voit des pustules. C'est pas de l'acné, hein? C'est une rosacée papulopustuleuse prédominante. Donc, les pustules et les lésions papuleuses, elles prédominent sur les zones convexes. C'est sur les joues, sur le front, sur le menton et le nez en général. Voilà, ça c'est une patiente que j'ai la semaine passée. Si on voit la lésion de près, elle a des pustules. Donc, elle a appliqué un produit X, je ne sais pas quoi. Donc, il vient en consultation. Là, c'est de l'eczéma. C'est de l'eczéma partout sur le visage avec l'œdème. Donc, c'est une acné, c'est une rosacée. Donc, on pose un interrogatoire policier. Est-ce que quand vous partez au bain, est-ce que votre peau est rouge? Est-ce que quand vous êtes dans la cuisine, est-ce que vous mangez rapidement? Oui, j'ai ça. Qu'est-ce que vous appliquez? J'ai appliqué un produit que ma cousine m'a donné. Et voilà, donc elle a fait de l'eczéma. C'est pas de l'acné, c'est une rosacée. Quand on a traité une semaine la rosacée, et voilà le résultat. Donc, il garde une petite érythrose faciale qu'on va traiter après, soit par laser, soit par d'autres moyens. La dermite périorale. Donc, la dermite périorale, donc on a l'érythème, on a des papules périorales, souvent déclenchées par des corticoïdes topiques. Les patients, ils appliquent pour blanchir la peau. Franchement, en tant que dermato, on a un problème avec une crème, je ne sais pas vous, Shirley. C'est vraiment, c'est incroyable. Hein? Tout le monde, il met Shirley, ça blanchit la peau, il est à base de corticoïdes. La patiente, il vient avec des lésions. Quand elle arrête Shirley, donc elle a la peau qui s'aggrave, il remet Shirley et on rentre dans un cercle vicieux. Donc, si vous vous rappelez, une fois, il y avait même, ils ont fait la publicité à la télé sur Shirley et on a écrit, ils l'ont enlevé. Donc, la dermite périorale, donc ça se traite par les cyclines et on traite par un traitement d'acné local, topique et ça donne des bons résultats. La démodécidose. La démodécidose, donc on a des papules, des pustules, on a des prurites. Donc, dans toutes ces lésions, si vous avez montré dans le diagnostic différentiel, il n'y a pas de comédon, il n'y a pas de point noir. Mais les piles, on les trouve partout. Les papules, les pustules, les prurites. Donc, c'est une prolifération anormale des démodex qui fait partie de notre flore microbienne, mais elle travaille plus. Parfois, on est obligé de faire une biopsie. Là, on traite par flagile, ça donne d'excellents résultats. La maladie de Verneuil. La maladie de Verneuil, ça pose diagnostic avec l'acné inversé. Donc, l'acné inversé. Mais quand on fait une biopsie l'anapathe, ils nous répondent que l'absédation, il ne vient pas de la glande sébacée, il vient de la glande apocrine.
Là, c'est un problème. La maladie de Verneuil, c'est une maladie récidivante. Parfois, on est obligé de faire de la chirurgie et on les envoie aux plasticiens. Donc, complications de l'acné, il n'y en a pas beaucoup. Il y a la cicatrice qui pose un problème esthétique, surtout chez les filles, d'où l'intérêt de traiter le plus tôt possible pour ne pas avoir de cicatrices déprimantes. On a l'œdème facial, on peut l'avoir. On a le rhumatisme acnéique. On a le rhumatisme acnéique. Le rhumatisme acnéique, on a vraiment des lises osseuses, on a une atteinte tendineuse, mais franchement, moi, je ne l'ai jamais vu et la physiopathologie, elle est mystérieuse. Certaines études qui parlent de la responsabilité de le Propionibacterium acnes. Donc là, on voit sont des patients en consultation. On voit ici les cicatrices déprimées. Là, vraiment, donc, il faut faire un laser CO2 fractionnel, voire faire dermabrasion pour avoir un résultat pour améliorer sa peau. Là, on a des kéloïdes là, qu'on peut traiter par des infiltrations à base corticoïde ou à base de bléomycine, puis passer un laser spécial pour atténuer ces résultats. Donc, le traitement de l'acné. Donc, quel est l'objectif de traitement de l'acné? C'est réduire la séborrhée. Réduire la séborrhée, supprimer la rétention et limiter la réaction inflammatoire. Donc, on va parler un par un. Donc, on a un traitement topique. Le traitement topique, il y a le traitement topique, il y a le traitement péros. Le traitement topique, on a les trétinoïnes et ses dérivés. La dapaline, mode d'action. Leur mode d'action agit très spécifiquement au niveau de la kératinisation anormale de l'infundibulum du follicule sébacé pour dégager le sébum. Ils ont un effet secondaire, l'irritation. En cas d'irritation, donc, on demande aux patients de les appliquer 2 fois par semaine, parfois 1 jour sur 2. Après, ils s'adaptent. Ça donne d'excellents résultats, mais il faut un peu de temps, il faut minimum 3 mois de traitement. Ils sont indiqués dans l'acné purement rétentionnelle. Donc, l'acné où on a les microkystes blancs, ça donne des bons résultats, plus une contrastation. On a aussi la deuxième molécule, le peroxyde de benzoïle, disponible en forme de gel ou de crème. Le mode d'action, c'est il réduit la concentration de Propionibacterium acnes. Il doit être préféré aux antibiotiques locaux car il ne favorise pas la résistance au Propionibacterium acnes. Mieux toléré, ne donne pas d'irritation. On a le risque de photosensibilité, d'où il faut l'utiliser le soir. Donc, il faut parler aux patients. Elle est colorant, elle donne parfois une coloration jaune pour les vêtements. Donc, les antibiotiques topiques, on a l'érythromycine et clindamycine. L'érythromycine, on le laisse surtout chez la femme enceinte s'il est demandeuse pour son acné. Donc, sur le marché, vous pouvez trouver, on vous présente des traitements locaux d'efficacité mineure, notamment l'acide azélaïque, la nicotinamine. Ça peut aider un peu, mais ça ne donne pas en général de très bons résultats. Traitement par voie générale. Donc, on a les antibiotiques orales. Le plus utilisé, c'est les tétracyclines. Les tétracyclines, ils sont dans leur mode d'action, c'est un effet anti-inflammatoire. Ce n'est pas comme antibiotique. C'est effet anti-inflammatoire. Il inhibe la synthèse de lipase, diminue la diminution de chimiotactisme des polynucléaires neutrophiles, modulant la production de cytokines et réduisant la phagocytose de la production des radicaux libres. Minimum de traitement, 3 mois. Donc, puis on passe au traitement majeur qui a révolutionné le traitement de l'acné. C'est les isotrétinoïnes oraux, disponibles depuis 40 ans, en 1984, c'est 38 ans. Donc, il a révolutionné le traitement de l'acné sévère, effet tératogène, donc l'effet tératogène surtout chez la femme mariée, contrainte de prescription, une surveillance stricte chez la femme. Donc, il faut demander à la dame de signer le contrat de ne pas tomber enceinte parce que c'est devenu chez nous comme en Europe, il y a l'avocat qui attend en bas. Donc, si jamais on fait une erreur. Donc, mode d'action, le mode d'action des isotrétinoïdes, c'est un séborrhésuppresseur. Donc, il diminue le volume des glandes sébacées. C'est un traitement de fond. Il diminue aussi la production de la 5-alpha-réductase 1.
Donc, les indications des isotrétinoïdes oraux, c'est l'acné. On ne peut pas l'utiliser chez n'importe quel patient ou quelle patiente. Donc, quand on a acné sévère, nodulaire et conglobata, quand on a acné ayant résisté au traitement classique, notamment les cyclines, un traitement local, quand on a une acné papillopustuleuse cicatricielle, quand on a des cicatrices, il faut le démarrer parce qu'on va avoir beaucoup de cicatrices. Une acné ayant un retentissement psychique important parce que le patient, il vient et il vous dit, moi, j'ai fait ça, je veux vous me donner les isotrétinoïdes. Donc, la biologie, la posologie et durée de traitement, normalement, on démarre de 0,5 à 1 mg kilo par jour, mais il faut arriver à une dose cumulée optimale qui est comprise entre 100 et 150 mg kilo. Il faut absolument arriver à cette dose parce que si on a une dose cumulative qui est inférieure à 100, le risque de récidive est très important. Conditions de prescription chez la femme, information sur le risque tératogène, il faut signer l'accord de soins, même il écrit sur papier chez vous et il signe, et de ne pas tomber enceinte. La tolérance biologique, donc il faut faire le bilan, on ne le fait que 2 fois. Donc, ça ne sert à rien de le répéter chaque mois. On le fait avant le traitement pour s'assurer que le patient peut tolérer le traitement et on le fait 1 mois après le traitement. Donc, les produits acnéiques locaux devront être évités. Donc, ça ne sert à rien qu'on met le patient sous isotrétinoïde, qu'on donne la crème locale ou on donne le peroxyde de benzoïle. Ça ne sert à rien parce qu'il y a un problème, un risque irritatif, parce que l'isotrétinoïde, il sèche la peau. Donc, on peut utiliser une crème hydratante et un protecteur labial seront prescrits. Les larmes artificielles aussi. Les tétracyclines ne sont jamais associées aux isotrétinoïdes oraux. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'il y a le risque de l'hypertension intracrânienne. Donc, il ne faut jamais associer les cyclines aux isotrétinoïdes oraux. Les porteurs de lentilles doivent les remplacer par des lunettes parce qu'il y a le risque d'irritation au niveau de l'œil. Donc, si la femme, il faut lui discuter, c'est possible d'associer une contraception. Il faut même l'exiger, mais parfois, ils ne veulent pas. Donc, contraception chez la femme acnéique. Le zinc, les arguments en faveur de l'efficacité de gluconazole sont jugés faibles parce qu'il faut une forte dose pour avoir un bon résultat. La corticothérapie générale, comme j'ai dit au début, il est utilisé dans l'acné fulminante. Il est utilisé dans l'acné fulminante. Donc voilà, l'acné, c'est une pathologie fréquente de consultation. L'intérêt du diagnostic précoce et du bon traitement en fonction du stade de l'acné. Je vous remercie. Merci énormément, docteur. Nous allons maintenant passer aux questions-réponses. Je vous remercie, Je vous en prie. docteur Botsari. Je vous en prie. C'était un beau cours. Et le médecin généraliste, elle a soif de voir le traitement. C'est pour cela qu'on a choisi ce traitement. Ce cours. Ma remarque, l'acné maintenant est devenue une cause de dépression chez l'adolescent. Comme on le voit chez nos enfants, les patients qui viennent nous voir sont des adolescents, et parfois elle est cause de l'isolement du patient. Donc c'est pour cela, c'est notre intérêt, nous les premiers qui voient le patient, d'être au courant des nouveaux traitements, et il existe, grâce à nos professeurs et nos maîtres, il y a l'actualité des traitements, il y a le changement des traitements, il y a tout ce qu'il faut pour le traitement de l'acné. Même on va y aller plus loin vers le traitement esthétique. Et pour cela, je veux annoncer que Achas va mener une formation dans ce sens, une formation à titre privé de l'acné et des chutes des cheveux avec le Dr Mokhtar. Merci pour cette annonce. Nous allons maintenant passer aux questions-réponses. S'il vous plaît, merci beaucoup pour cette présentation. S'il vous plaît, lorsque le climat est chaud et ensoleillé, est-ce que vous donnez tout de même les traitements par voie générale et par voie locale? Merci. Et qu'est-ce que vous donnez sinon?
Mais les isotrétinoïdes, on peut les donner. Si vous lisez dans le prospect, vous pouvez les donner même la journée, ils ne sont pas photosensibilisants. Bon, évitez tout ce qui est irritant, mais quand il fait très chaud, en général, il faut éviter uniquement les cyclines parce qu'ils sont photosensibilisants. Mais on peut le donner, il n'y a pas de problème. Moi, je les donne. Avec une protection solaire, oui. Les traitements locaux, à part les trétinoïdes, la vitamine A locale, même en hiver, il va donner plus d'effets secondaires qu'en été, parce qu'il sèche la peau, il pèle la peau. Donc, quand vous avez cet effet, vous la faites 2 fois par semaine. Après, avec une crème hydratante, le patient, il tolère la crème, et puis vous passez 1 jour sur 2 jusqu'à où sa peau il ne réagit pas à la crème. Ça donne d'excellents résultats, le traitement local. Mais uniquement, le patient, il veut un résultat rapide et il ne tient pas à faire le traitement pendant 3 mois. Pour le traitement local, c'est minimum 3 mois avec les cyclines. Ça, oui, on le préfère, c'est pour les gros boutons. Ça sèche un petit peu les boutons. Il ne faut pas le mettre sur tout le visage parce qu'il est trop irritant. Donc, on met une petite noisette sur les lésions. Mais il ne faut pas, quand vous examinez le patient, vous voyez qu'il fait des cicatrices déprimées, il faut traiter sérieusement. Donc, il faut donner un traitement général. D'autres questions? Pour les enfants, est-ce qu'on peut donner la place de cycline? À quel âge? À partir de quel âge? Les cyclines, à partir de l'âge de 10 ans, il n'y a pas de problème. Quand il y a une contre-indication en cycline, il faut donner des macrolides. Les macrolides dans l'acné par voie péreuse, non. On peut donner le zinc. Mais les macrolides dans l'acné, ils n'ont pas d'effet. Donc, essayez de donner un traitement local. Si le patient il dépasse 12 ans et s'il a un bon poids au-delà de 50, on peut démarrer les isotrétinoïdes, il n'y a pas de problème. Dans les ichtyoses, la peau sèche, c'est une maladie génétique. On le donne à l'âge de 4 ans, 5 ans, avec une faible dose. Uniquement ne pas donner une grande dose et faire un bilan régulier. Oui, les OPK, on peut appeler même la metformine, oui. Nous, les produits à base de l'acétate cyprotérone, que ce soit Diane ou les autres, il faut les associer, oui. Mais chez nous, dans notre culture, les filles ne veulent pas. Les filles de 18 ans, 16 ans, avec sa maman, elles disent non, pas question qu'elle prenne la pilule. Mais j'insiste sur le fait qu'il doit signer, au moins sur votre ordonnance, qu'elle ne tombe pas enceinte. Parce qu'on est tombé dans des problèmes. Et les juges, vraiment, ils ne pardonnent pas. On n'avait pas de preuve, pourquoi ne pas signer? Il ne m'a pas dit. Il signe au moins sur le papier qu'il est au courant qu'il ne doit pas tomber enceinte. S'il vous plaît. Comment? Pour la femme enceinte, l'érythromycine. En général, après la grossesse, ça s'arrange. Pour la femme enceinte, on donne l'érythromycine en local, en traitement local. On ne donne pas les cyclines, on ne donne pas la vitamine A, on ne donne pas les isotrétinoïdes, on ne donne pas le peroxyde de benzoïde. Si l'érythromycine, ça donne des bons résultats. Et bien sûr, avec plus de traitement adjuvant, avec quoi se laver le visage, une crème qui n'est pas trop grasse. Mais en général, après la grossesse, ça s'arrange. En ce qui concerne l'acné chez l'adolescent avec un psychique dépressif, est-ce qu'il n'y a pas de contre-indication d'association des antidépresseurs? Donc, vous savez, ce problème de dépression, c'est arrivé, il y avait le fils d'un sénateur américain dans les années 80 qui a pris le traitement, parce que ce sont les États-Unis qui ont commencé le traitement. Et après le traitement, il a fait une dépression. Et ça fait tout un scandale. Non, nous, on peut associer les antidépresseurs avec il n'y a pas de problème. Mais en général, maintenant, il y a des études, même les